Merci d'avoir Bonjour. accepté, mon invitation. Je suis vraiment ravie parce que tu sais que j'adore parler des métiers vraiment atypiques et alors non seulement toi tu fais un métier quand même qui est pas souvent, demandé ou auquel on ne pense pas forcément, mais qui peut intéresser beaucoup de jeunes, et en plus, c'est vrai que c'est passionnant parce que tu as un parcours particulier que tu vas nous expliquer après. Donc est-ce que tu peux nous expliquer déjà donc qui tu es, te présenter, puis après évidemment on va découvrir quel est ton métier? Alors bonjour, merci de me recevoir sur ta chaîne. C'est toujours un plaisir de faire découvrir ma belle profession, qui est une passion. Je suis Julie Catalifo, donc je suis détective privée, enquêtrice de droit privé, hein, ou agent de recherche privée. On a plusieurs dénominations, mais c'est vrai que détective privé, ça parle plus. J'exerce à Paris depuis plus de 11 ans maintenant. J'ai une petite spécialisation quand même sur le terrain, donc je fais beaucoup de filature, de surveillance. Donc c'est moi qui fais beaucoup de missions sur le terrain. Écoute, Et bah, voilà de toute pour. façon, après, tu vas nous expliquer plus en détail, hein. L'objectif, encore une fois, c'est de découvrir justement ta profession. Du coup, ton métier, il consiste en quoi? Pour qu'on comprenne bien ce que c'est finalement un détective privé, il fait quoi? Parce qu'on a toujours l'idée, tu sais, dans les séries, mais bon, on comprend un peu quand même ce que tu fais, mais toi, tu fais quoi concrètement? Alors, détective privé, c'est pas comme dans les séries américaines qu'on voit, on n'intervient pas sur les scènes de crime ou tout ce qui est pénal. Le pénal, on va en faire, mais plutôt peu, ça va être de la contre-enquête pénale. Donc, si tu veux, on intervient plutôt sur des problématiques civiles et commerciales. Tout ce qui est droit de la famille, droit privé, ça peut être aussi concurrence déloyale, droit des contrats financiers, donc vraiment civil, commercial, particulier, entreprise. Je pense que tu me redemanderas qui sont mes clients. Ouais. Donc on est là vraiment pour cristalliser la preuve, en fait, apporter la preuve dans un dossier. On travaille beaucoup aussi avec des avocats, donc ça leur permet d'avoir, on va dire, des pièces en plus, des rapports qui vont pouvoir utiliser. Et donc on est là vraiment pour apporter la preuve, défendre les intérêts et les droits de nos clients. D'accord. Donc, pour qu'on comprenne bien, ce que je te propose, c'est déjà d'expliquer un petit peu, toi, comment tu as décidé de faire ce métier, parce que c'est quand même pas courant, d'accord? Et puis après, je te poserai d'autres questions. Puis évidemment, sur tes clients, comment tes clients te trouvent, ce qu'ils te demandent en général, toi, dans ton cas à toi. Alors, à quel moment tu as décidé de faire ce métier? Quand est-ce que tu as eu l'idée de faire ce métier? Alors moi, je suis juriste de formation, donc j'étais à la Sorbonne en train de faire mes études de droit, DUG à l'époque, licence, master. J'ai un master en droit privé. Je me destinais à la profession d'avocat. Et donc au moment où je passais le barreau, si tu veux, après mon master, j'ai quelque chose enfin, je sais pas, j'ai une petite voix en moi qui m'a dit il faut que tu fasses quelque chose de plus atypique, quelque chose qui te corresponde plus, quelque chose un peu plus cool quand tu le dis en soirée, qui fasse un peu rêver les gens. Je sais pas, j'avais envie de. Et en parallèle, je dépose mon dossier à Assas à l'époque, qui fait la formation, donc la licence professionnelle sécurité des biens et des personnes. Et puis j'apprends que je suis acceptée parce que c'est quand même sur dossier, c'est assez sélectif. Donc j'apprends que je suis acceptée. Et je décide finalement d'abandonner le barreau pour me lancer un peu dans cette aventure et me dire, bon, bah, de toute façon, je fais 1 an de formation. Donc c'est une formation qui se fait soit en 2 ans quand on n'a pas d'équivalence en droit. Moi, j'ai pu la faire en 1 année parce que j'avais déjà un master en droit. Donc je me suis lancée là-dedans, ça m'a beaucoup plu. Ensuite, bah, j'ai été stagiaire dans des agences, collaboratrice avec des agences. Une agence notamment qui a 30 ans d'expérience, qui m'a un peu tout appris. Et je suis restée là-dedans. Écoute, à 25, 26 ans, j'ai monté mon agence Place Vendôme à Paris. D'accord, super. Donc les études que tu as suivies, donc tu là, tu as déjà un peu expliqué, donc je ne vais pas te faire répéter, mais en gros, tu étais partie pour que les personnes qui vont regarder cette vidéo comprennent, parce que tout le monde ne connaît pas, tous les parcours au niveau juridique et cetera. Tu avais un master, donc quoi? Bac+4, Bac+5, tu étais déjà en Oui, M2, c'est ça? oui, Donc Bac+5. Après, donc tu devais normalement donc devenir avocate, donc là, en oui. principe, tu passes, pour devenir avocate, comment tu fais du coup? Bah, tu passes le concours du barreau et Voilà. ensuite tu intègres l'école d'avocat que tu fais en plusieurs années.
Et puis ensuite, tu deviens. Il y a 3 années, hein, c'est ça? Il y a 3 années normalement, Oui, ouais. hein, au moment où tu passes le concours du barreau pour après, devenir avocate. Tu avais déjà une idée enfin, du domaine qui t'intéressait pour, le métier d'avocat? Alors moi j'étais intéressée par le notariat à la base. Écoute, je faisais mes Ah, stages en notariat, donc je voulais au début être notaire. Mon stage finalement ne m'a pas plu entre guillemets. Et ensuite j'étais plus sur le droit de la famille. Ouais, je pense que j'aurais fait droit de la famille. Droit pénal m'attirait aussi, mais c'est compliqué à Paris. Il y a beaucoup de pénalistes. mmh, Je pense que j'aurais fait droit de la famille. d'accord. Mais alors du coup, c'est intéressant parce qu'au départ, tu étais intéressée par le notariat. Alors je ne sais pas à quel moment tu t'es intéressée au notariat, mais entre le métier de notaire, alors encore une fois, qui est quand même un métier où on est dans un bureau, on fait beaucoup d'analyses comme souvent les métiers juridiques, hein, beaucoup d'analyses de dossiers, de documents et Mm. cetera, et le métier de, enquêteur privé, donc de détective privé où tu es plutôt dehors à vivre un peu des aventures, il y a quand même un gap, quoi, tu Ouais, vois? il y a un gap. Et c'est C'est ça que d'ailleurs c'est pour ça que j'ai fait ni notaire ni avocate. C'est Voilà, pour mais ça vraiment aussi. le notaire, on partait quand même de vraiment l'extrême par rapport à ce que Ouais. tu fais aujourd'hui, je trouve. D'accord. Alors, quelles sont, les qualités indispensables pour faire ce métier? Alors écoute, il faut beaucoup de patience. C'est un métier de patience parce que mine de rien, on a toujours un peu l'image télévisée, de la filature, de l'adrénaline. Alors on en a, hein, c'est notre quotidien. En revanche, on attend beaucoup et ça c'est rarement montré. Donc on attend pendant des heures, parfois des jours. On travaille la nuit, le jour. Donc il faut plutôt être pugnace. Hein, je dirais un peu de courage. Il faut être quand même courageux parce que on affronte le froid, on affronte la chaleur, la pluie, des conditions qui ne sont pas forcément agréables, des conditions de travail qui ne sont pas très confortables. Donc il faut ce côté un peu débrouillard, je dirais, réactif. Le dynamisme aussi est important. Et puis savoir s'adapter. Je pense que une très bonne qualité, c'est de savoir s'adapter au milieu, aux missions, au profil des enquêtés, donc des personnes qu'on va suivre, et savoir se fondre dans la masse. Hein. J'aime bien aussi dire qu'on est des caméléons parce que, si tu veux, un jour, je peux être encore hier, j'étais dans un hôtel assez huppé, donc habillée avec mon petit sac, mon petit ordinateur, un peu business girl et businesswoman. Et puis, si tu veux, demain, je vais aller travailler en sportswear derrière un adolescent, si tu veux, qui va aller dans des quartiers pas forcément très bien fréquentés. Donc, je serai en basket, jogging. Si tu veux, c'est l'adaptation, en fait, la principale qualité. Ouais, et c'est ça qui met aussi le peps dans ce métier. C'est-à-dire que tu es chaque jour une personne différente. C'est ça a un C'est ça. côté quand même assez intéressant. Et par rapport à ce que tu viens de dire, attends, je voulais rebondir. Alors dis-moi, parce que là, on se voit, on est en vidéo et cetera, mais combien tu mesures, Julie? Parce qu'on ne te voit pas, mais moi, je trouve ça intéressant parce que tu es une femme. Donc la discrétion, bon, ça, c'est peu importe, hein, qu'on soit un homme ou une femme, c'est lié à ton métier. Mais alors du coup, justement par rapport à ce métier-là, comment toi tu es en fait là, physiquement? Justement, tu arrives à te fondre dans la masse, comment tu fais? Tu te déguises? Alors, Est-ce que tu te déguises aussi? Est-ce Alors qu'il y a non, des moments? je ne me déguise pas. Si tu veux, je vais adapter ma coiffure, mon maquillage, mes vêtements. Donc ça, je vais vraiment m'adapter en fonction du profil et de la mission que je vais faire. Pas de déguisement, j'ai pas de gadget, j'ai pas de perruque, de choses comme ça. À chaque fois, on me le demande. C'est pas du tout mon créneau. Après, bon, il y en a qui peuvent le faire, pourquoi pas. Mmh. Euh, Écoute, j'ai une taille, je fais 1,63 m. Après, si tu veux, c'est pas. Moi, j'ai un confrère qui fait 2 mètres. Hein, donc, souvent, je travaille avec un confrère qui fait 2 mètres. C'est Mmh. pas pour autant qu'on va plus le regarder. Alors, oui, il va peut-être plus attirer l'œil si tu veux, mais à partir du moment où il est naturel, où il arrive à se fondre dans la masse, à s'adapter à l'environnement, c'est pas ça qui va poser souci. De toute façon, le but d'une filature, comme je dis toujours, c'est d'être invisible. Donc, moi, si tu veux, la cible, on va dire, l'enquêté, me voit très rarement parce que je suis noyée un peu dans le flou de son environnement. Donc, je ne vais pas être regardée, même si, effectivement, ça peut arriver que l'enquêté, ça soit à côté de moi ou que moi, je m'assois à côté de la personne pour écouter ce qui est dit, si tu veux. Et ça m'est déjà même arrivé que la personne me parle. Parce qu'effectivement, on ne s'attend pas à ce que ce soit une femme aussi.
Alors de justement, c'est pour détective. ça que je trouve ça intéressant parce que je pense que du coup, tu passes encore plus parce qu'on se dit: «Bon», c'est pour ça que je te demandais ta taille, parce que tu dis: «Bon voilà, elle est» tu en gros, tu passes justement dans la masse, Ouais. mais en plus, je pense que dans ce genre de métier, on s'attend peut-être moins à une femme. C'est pour ça que je trouve ça d'autant plus intéressant. Oui, c'est Alors, ça. est-ce que tu as des gadgets? Alors tu disais, alors, OK, les déguisements, non, mais est-ce que tu as des outils un peu la, nouvelle technologie pour enregistrer, ou écouter à distance? Tu as des trucs comme ça ou? Oui, on a des caméras dissimulées, si tu veux. Après, c'est pas des gadgets, hein, c'est vraiment du matériel professionnel avec Oui. des micros, des caméras qui sont très discrètes. Mais si tu veux, principalement, mon outil de travail, bon, bah, déjà, ça va être mes yeux. C'est ça, je me sers de mes yeux pour constater ce qui est en train de se passer. Et ensuite, tout simplement, c'est mon portable, hein. Tu sais, j'ai un iPhone, je me sers de mon portable au quotidien. Et j'ai une petite caméra, tu sais, les caméras au point avec le petit écran, un peu à l'ancienne, tu sais, comme les touristes de D'accord. l'époque. Donc ça, je vais m'en servir dans ma voiture ou des choses comme ça. Et puis, au plus près, je vais me servir de mon portable. Et du coup, tes enquêtes, alors après, je vais te poser des questions sur, tes clients et leurs principales demandes, parce que c'est intéressant aussi. Tes enquêtes, elles ont plutôt lieu, partout ou plus, à Paris ou ça peut être n'importe où, du coup? Alors, c'est sur toute la France. Je me déplace aussi en province. Après, moi, je suis basée à Paris, je suis place Vendôme, donc je travaille beaucoup, énormément à Paris. Mais ça m'arrive de me déplacer dans toute la France. D'accord. Tu travailles toute seule, Julie, ou tu as des personnes qui t'accompagnent aussi, des salariés qui sont avec toi ou je ne sais pas, des collaborateurs? Alors, je n'ai pas de salariés. Il y a quand même une majorité d'indépendants, hein, dans cette profession parce que aussi, respect du droit du travail, compliqué d'appliquer les 35 heures, d'avoir des vacances, des choses comme ça. Donc, on est majoritairement indépendants, libéraux ou en société, si tu veux. Mais on a le système de sous-traitance. Donc, quand j'ai un dossier, que j'ai besoin d'avoir des agents, par exemple en moto, moi, je suis en voiture, mais j'ai besoin d'assistance en moto ou j'ai besoin de mettre 2 agents en moto, donc je vais sous-traiter. C'est un peu le système d'apporteur d'affaires, si tu veux. Je vais apporter D'accord. mon dossier. Donc tu sous-traites avec des confrères? Exactement. Avec d'autres Ouais. confrères, donc du coup, vous êtes obligés de travailler un peu en réseau finalement Oui, parce que tout à chacun fait. peut avoir des compétences ou des outils différents, donc ça, c'est intéressant. Donc ça te permet aussi de pas te sentir trop seul parce que c'est quand même un métier où on peut se sentir rapidement, alors quand on est indépendant à son compte, déjà, c'est forcément souvent un peu le cas, voilà, mais disons qu'un métier comme le tien où tu peux passer du temps en filature, dans ton truc, tu peux te sentir aussi plus rapidement isolé, donc c'est important quand même se sentir soutenu, on va dire, avec ses confrères. Vous voyez par moment d'ailleurs en dehors du travail, il y a des choses organisées, il y a un espèce de syndicat professionnel ou comment ça se passe? Oui, tout à fait. Alors, c'est un métier solitaire, hein, tu as raison. On est beaucoup seul. Moi, j'ai travaillé pendant des années toute seule sur des dossiers. C'est vrai que maintenant, on essaye quand même de vendre 2 agents minimum. C'est plus confortable, même pour la discrétion, c'est quand même mieux. Même pour nos agents, c'est mieux de faire des rotations, tu vois. Mmh. Oui, on se voit en extérieur. Enfin, on a des syndicats. Il y a plusieurs syndicats dans la profession. Et puis, tu sais, chacun a son réseau, chacun a ses équipes, on va dire. On a l'habitude de travailler avec nos équipes, donc c'est assez récurrent. Et puis, on se voit à côté aussi. Ouais, oui. Non, parce que c'est Ouais. quand même important, parce que c'est un métier où on peut encore une fois, Ouais. on est vite isolé, je trouve, hein. Donc par rapport à tes clients, les principales demandes finalement, qu'est-ce qu'ils veulent tes clients? C'est quoi qui pourquoi ils font appel à toi? Alors, si tu veux, ma clientèle, ça va être des particuliers, des entreprises, des professions juridiques. Donc, ça va être des avocats, parfois notaires, huissiers, des choses comme ça. Ça va être tout ce qui est droit de la famille. Donc, je t'en ai parlé. Alors, on est très connu pour tout ce qui est adultère. On en fait, mais on ne fait pas que ça, si tu veux. Ça va être dans les divorces plutôt litigieux et puis financiers, avec des sommes d'argent quand même conséquentes en jeu. Ça va être les gardes d'enfants aussi, prestations compensatoires, train de vie aussi, tu sais, tout ce qui est organisation d'insolvabilité au moment du divorce. Ça Ouais. va être aussi les menaces d'enlèvement d'enfants sur les couples parfois mixtes ou pas, mais ça, on en fait pas mal. Ça peut être aussi recherche de personnes disparues. Ça peut Mmh. être mauvaise fréquentation, tu sais, les jeunes qui sont déscolarisés, qui ont des problèmes d'addiction, l'alcool, la drogue, ou secte aussi, on fait l'influenceuse
sectaire. Après, il va y avoir tout ce qui est côté entreprise. Donc, l'entreprise, ça va être la concurrence déloyale, ça va être le travail non déclaré, ça va être vol en entreprise, vol de données, propriété intellectuelle, contrefaçon. On a aussi tout ce qui est assurance, fraude à l'assurance, donc tout ce qui est dommages corporels. C'est assez large en fait. C'est très large. Si Ouais. on revient un peu sur ce que tu disais, parce que je trouve ça intéressant, par rapport, c'est des parents qui te demandent, par exemple, de suivre des ados qui sont, un petit peu, voilà, perdus et qui s'inquiètent et qui disent: «Tiens, est-ce que vous pourriez voir ce qu'il fait?» parce qu'en fait, ils sont déconnectés, donc on te demande d'enquêter, par exemple, pour voir, tu parlais des fréquentations et cetera? Oui, c'est ça. On a des parents donc pour des enfants, des adolescents qui ne vont pas à l'école, qui ont une mauvaise fréquentation, qui touchent à l'alcool, à la drogue, ils savent pas ce qu'ils font de leur journée. Donc on intervient là-dessus, mais on intervient aussi sur des adultes. J'ai en tête, si tu veux, l'addiction au jeu Oui. qui peut créer des ravages aussi dans les familles, financièrement, en Et termes donc du d'héritage. coup, là, l'idée, c'est quoi? C'est de parce que j'imagine que là, la famille sait que la personne, elle est addicte à quelque chose, au jeu, tu parles du jeu. Donc là, l'idée, c'est quoi? C'est de prouver quoi, finalement? Bah déjà, c'est de prouver que la personne joue au quotidien, parce que généralement, ils ne Ils l'admettent mentent? pas. Voilà, ils mentent, donc c'est tout de suite, le matin, il part avec son attaché case, je vais au travail, et puis finalement, il passe sa journée au casino, en train de dilapider l'argent du compte commun, du couple, et puis de l'héritage pour les enfants et tout ça. Ou pareil, l'alcoolisme, quelqu'un qui va boire au quotidien, qui a perdu son travail et qui ne le dit pas, qui passe sa journée dans sa voiture à boire, ou écumer les bars de quartier, ça existe aussi. Donc ça, c'est bien de pouvoir le prouver, déjà de, de, de le poser sur papier, si tu veux, que la famille puisse l'admettre, et puis ensuite pouvoir aider les gens. Oui, bah oui, parce que l'objectif, c'est d'aider et C'est donc ça. après si on prend des cas, donc parce que moi j'avais pris aussi, alors, j'imagine aussi que tu as des demandes pour, des fraudes ou des escroqueries. Est-ce que tu as des exemples à donner par rapport à ça? Et puis finalement d'expliquer un petit peu toi, comment tu fais pour, parce qu'il y a des choses qui sont pas visibles. Tu vois? Quand il s'agit alors je donne un exemple, là tu parlais de suivre quelqu'un pour voir ses fréquentations, tu vas le suivre et tu vas voir, tu vas pouvoir prendre des photos mais il y a des choses dans les escroqueries qui vont pas se voir forcément. La personne, elle est peut-être derrière son ordinateur en train de faire des choses. Comment tu arrives là après à avoir des preuves de quelque chose? Comment tu fais? Alors ça va dépendre de ce qui est reproché, entre guillemets, ou de ce que fait la personne. Après, on a de l'escroquerie sentimentale sur Internet. Si Ouais. tu veux, si tu me parles des escroqueries, des virements Western Union à Abidjan, bon, bah, ça reste très compliqué. Malheureusement, on est en 2022. On va dire, on a l'impression que tout le monde est au courant de ces escroqueries, mais ça reste encore d'actualité. Malheureusement, j'ai encore des clients qui m'appellent en me disant, bon, bah, j'ai fait 15 000 euros de virement à Abidjan, j'ai bien l'impression de m'être fait rouler, est-ce qu'on peut récupérer? Alors après, on a des agents spécialisés dans tout ce qui est Internet, adresse IP, des choses comme ça. Bon, après, à l'impossible, nul n'est tenu. On n'est pas non plus des magiciens, tu vois. Ouais, mais bien Si, sûr, ouais. si, 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 si un réseau, si tu veux, on ne peut pas aller attraper les gens qui sont dans les cyber-cafés à Abidjan en train de faire malheureusement leur fraude. Ça, c'est compliqué. C'est possible, mais c'est compliqué. Nous, on est plus dans le présent, on est plus sur le terrain, on est plus dans l'escroquerie, si tu veux. Ça peut être l'abus de faiblesse, ça peut être l'abus de confiance, ça on en fait, mais ça c'est révélé par les enquêtes, par parfois des attestations, des recueils de témoignages, des filatures, des surveillances. Donc c'est vraiment complet, quoi. On fait aussi de la recherche administrative. Donc on a la recherche de bureau, donc on fait aussi beaucoup de recherches au bureau, derrière notre ordinateur. Et on a tout ce qui est enquête terrain. Parfois ça se complète. Et dans le cas, parce que ça, tu dois aussi, avoir le cas où tes confrères, mais en tout cas de personnes disparues, tu fais comment là? Comment tu t'y prends? C'est juste pour comprendre quelle est ta démarche? Une personne Alors qui a après, disparu. chacun ses méthodes, on a tous nos méthodes. Ça va être de l'enquête. Alors c'est long, généralement sur une personne disparue, c'est long. Ça dépend aussi du contexte. Enfin, Mmh. je veux dire, moi j'ai déjà eu une demande où c'était une personne, si tu veux, un peu marginalisée, qui faisait
un peu tous les foyers, les choses comme ça, les gares de Paris. Alors, il va y avoir beaucoup de terrain, beaucoup de surveillance, beaucoup de repérage, beaucoup de recueil de témoignages, tout ce qui est famille, amis, même si tu veux, écumer les foyers. C'est aussi de la patience, c'est de la minutie. Puis surtout par rapport au profil de la personne, si tu veux, est-ce que c'était quelqu'un de dépressif, est-ce que c'était, tu vois, pourquoi il a disparu, le contexte familial, hein. C'est vraiment une enquête très minutieuse. Ouais, ouais. Tu dois quand même parfois, voir des choses pas évidentes, hein, dans ton métier? Ah non, c'est sûr, oui, on a un quotidien où on voit effectivement des familles en difficulté, pas toujours, hein, si tu veux. Après, on peut, avoir un contexte très joyeux, si tu veux. Là, je suis en train de rechercher le père, d'une femme qui ne l'a jamais connu. Enfin, si tu veux, le dénouement est plutôt positif, hein. Si je le retrouve, ça va être quand même, une étape dans sa vie où je retrouve des frères, des sœurs, des cousins, Mmh. on fait un peu Non, mais aussi de c'est important que tu en parles parce ouais. qu'évidemment, il y a les deux aspects. Mais pour en revenir à toi, en tout cas, dans ton métier, évidemment qu'il y a des côtés et des aspects, positifs et joyeux. Mais par moment, quand même, ça doit pas être évident. J'imagine que tu dois, par moment, enquêter dans des milieux qui sont un peu dangereux. Ça peut Alors, t'arriver? ça peut nous arriver effectivement d'être dans des quartiers un peu plus dangereux, voilà, c'est sûr, hein, ou dans des cités, des choses comme ça, qui sont plus difficiles, quoi. Ouais, c'est moins évident. Alors, Ouais, comment du coup parce que pour, l'enquêteur privé, le détective privé, son métier finalement, c'est aussi d'apporter des preuves, peu importe le domaine. Donc au niveau juridique justement, ça c'est important, comment ça se passe? Parce que les enquêtes que tu fais, est-ce que du coup, si tu trouves des preuves de quelque chose, c'est reconnu en justice? Comment bien ça sûr. marche? Heureusement, on exerce une profession qui est légale, hein, qui est réglementée, donc qui est encadrée. On a un Conseil national des activités privées de sécurité, donc le CNAPS, qui nous contrôle, qui à l'époque nous taxait. Donc c'est bien encadré. Bien évidemment que nos rapports sont utilisables en justice. Donc après chaque mission, on va rédiger un rapport qui va être remis à l'avocat, par exemple, et l'avocat va s'en servir lors du dossier, enfin, lorsqu'il va vouloir plaider en faveur de son client, défendre les intérêts de son client. Donc bien évidemment, c'est utilisable en justice. Du coup, tu travailles beaucoup avec des avocats quand même, Oui, hein? Enfin, ouais. On est j'imagine que souvent mandaté par des avocats. Ouais. souvent des avocats. Est-ce que la police peut faire appel à toi ou pas? C'est très rare. Honnêtement, c'est très rare qu'on D'accord. ait une interaction avec la police. Ça va être peut-être reprendre le dossier d'une personne disparue qui n'a pas été retrouvée, ou faire de la contre-enquête pénale, reprendre un dossier, si tu veux, d'une enquête, mais qui a été classée, en fait. On n'intervient pas sur des dossiers qui sont en cours. D'accord et pour le coup, ces relations avec, tout ce qui va être, donc les magistrats, bon les avocats, du coup, ça peut être tes clients Ouais, donc mais les magistrats ou la police, quand tu es amené, même si c'est pas souvent à, voilà, être sur une enquête, commune, je sais pas, ça peut ouais. arriver, hein. Ça se passe bien les relations ou c'est, toi, tu es détective privé donc Non, franchement, on est plutôt bien accueillis. Même, il y a beaucoup de policiers, tu sais, qui pensent à se reconvertir. Donc, c'est ouais. beaucoup de curiosité. C'est plus de la curiosité, comment je peux faire. Voilà. Mmh. Ça se D'accord. passe bien, généralement. Bon, non, parce que c'est important aussi. Alors, est-ce que tu peux nous dire, nous raconter un petit peu, parce que c'est ça aussi qui est passionnant dans ton métier, si vraiment il y a eu une fois où tu as eu, ou plusieurs, hein, où tu as eu vraiment peur dans une enquête? Vraiment peur, non, honnêtement, Non? parce que, si tu veux, on sécurise les choses, on prépare bien nos dossiers. Justement, on évite de se retrouver dans des situations où on a peur, ou des situations qui sont dangereuses. Donc on va vraiment en amont bien préparer, faire des repérages quand on sait que, le quartier est sensible, on va essayer de voir notre positionnement, voir quel agent on peut mettre, qui correspond mieux, au quartier, si tu veux. Donc j'ai pas en tête vraiment une fois où j'ai eu peur. Si tu veux, je me retrouve dans des situations inconfortables, par exemple de nuit, toute seule, en train de faire une surveillance assez isolée. Donc ça, c'est pas spécialement confortable. Mais j'ai pas en Mais ça te tête. fait pas peur? Mais en tout cas, Non, même j'ai pas voilà. voilà, j'ai pas ce souvenir-là en tout cas.
Alors, évidemment, pour faire, ça va être l'objet d'une de mes prochaines questions. Il faut quand même mentalement, alors tu sais, moi je m'intéresse beaucoup aussi au mental, hein, parce que je suis coach mental aussi. Donc c'est vrai qu'il y a des métiers comme ça, si tu as pas le mental, c'est juste pas possible quoi de les faire. Donc du coup, juste pour revenir à la question que je te posais, est-ce que ça t'est déjà arrivé de te faire, repérer? Ça t'est déjà arrivé ou pas? Alors, perdre des filatures, oui. Si tu veux, le détective qui te dira qu'il n'a jamais perdu de filature de toute sa carrière, c'est un mensonge parce que parfois on est obligé aussi même de laisser l'enquêté partir parce qu'il est trop méfiant ou des choses comme ça. Repérer, non. Après, j'ai en tête une histoire familiale où la femme voulait faire suivre son mari, si tu veux, et le soir avant mon intervention, ils se disputent. Et elle, dans la dispute, si tu veux, va dire de toute façon, fais ce que tu veux demain, les détectives seront derrière toi. Et ça, bien évidemment, elle oublie de me prévenir. Donc, le lendemain matin, on se met en place. Et puis, je me rends tout de suite compte, si tu veux, que la personne sort, elle est pas naturelle, elle est très tendue, elle a un comportement qui est très bizarre. Donc, on commence la filature, mais si tu veux. Et puis, avec l'expérience, moi, ça fait 11 ans que je fais ça. Je commence à comprendre un peu le langage corporel, comprendre la tension aussi. Je dis à mon confrère, non, j'ai dit, écoute, on ne part pas derrière parce qu'il y a quelque chose que je ne sens pas. Donc, j'appelle la cliente et je lui dis, est-ce que vous avez quelque chose à me dire parce qu'il a un comportement qui n'est pas normal et qui ne correspond pas à ce que vous m'avez décrit. Et c'est là qu'elle me dit, ah oui, mais je n'osais pas vous le dire, j'ai honte, je l'ai prévenu hier. Bon, si tu veux, voilà. Et puis, ça peut nous mettre en danger, hein, c'est ce que je lui dis. Je lui dis, vous êtes en train de nous mettre en danger. Parce qu'il peut nous emmener dans un guet-apens, si tu veux, des choses comme ça. Mais heureusement, si tu veux, avec l'expérience, on arrive à comprendre un peu si la personne est plutôt détendue ou pas. Ouais. Alors, du coup, par rapport à ta préparation physique et mentale, est-ce que tu en as une? Parce qu'il faut quand même être en forme pour faire ce métier, hein. Je pense que ça Alors, paraît. oui. Il faut être en Est-ce que forme. tu fais quelque chose de particulier ou pas? Après, on a quand même une condition physique qu'il faut, il faut quand même s'entretenir si tu veux, parce que il faut être endurant, tu sais, attendre parfois même assis pendant des heures. Enfin, le corps, c'est compliqué pour le corps, hein. Ensuite, on fait des démarrages à froid, on va dire, on attend pendant 15 heures et puis d'un coup, il faut courir ou d'un coup, il faut marcher 10-15 kilomètres. Donc, on essaye quand même de s'entretenir, de bien manger, des choses comme ça. Et puis c'est vrai que mentalement, il faut être plutôt solide. Voilà, moralement, c'est vrai qu'il faut plutôt avoir du mental. Mais après, moi, je dis toujours, tu sais, c'est une profession passion, en fait. Bien sûr. Et je Ça, c'est pense un que métier tu vocation. l'as en toi. Et je pense que quelqu'un qui n'a pas ça en lui et qui n'est pas passionné par ce métier ne restera pas dans ce métier. Il restera 1 an, 2 ans, 3 ans, si tu veux. Ça, c'est plutôt courant. Mais sans avoir le mental et sans être passionné, c'est une profession que tu ne peux pas exercer. Enfin là, pour le coup, moi, je vais parler pour moi par rapport au métier que je fais. Un métier comme ça, c'est vrai que si tu regardes pas les conditions et si tu es pas, un minimum, dans l'état d'esprit de bien comprendre que tu vas faire des filatures, que ça va t'en demander beaucoup au niveau physique, au niveau mental et même au niveau tu parlais du courage tout à l'heure parce qu'il y a des moments quand même, voilà, il doit y avoir des situations un petit peu délicates. C'est pour moi un manque de recherche d'informations qui arrive souvent, hein, peu importe le domaine. Mais bon, des métiers spécifiques comme ça, c'est vrai qu'il faut quand même bien se documenter. Je pense que c'est quand même assez bien documenté pour éviter justement de se tromper. Puis après, il faut bien se tu sais, connaître. Non, mais on après, il en faut voit bien se arriver connaître. des élèves à l'école, hein, parce que j'interviens à l'école d'enquête. On en voit arriver des élèves pleins d'étoiles dans les yeux, si tu veux, avec cette image un peu fantasmée. Ouais. Bon, comme je te dis, hein, ils ne restent pas longtemps. Hein. Ils Oui, se rendent parce vite que compte que finalement, c'est pas comme dans les films. ah oui, mais du coup, alors on va parler après des écoles parce que là, j'ai d'autres questions à te poser. Mais je reviendrai après sur la question par rapport à justement comment ils sont sélectionnés dans les écoles parce que c'est intéressant. Juste pour revenir par rapport à une question que je ne veux pas oublier de te poser, est-ce que tu as une arme à feu? Est-ce que tu as le Non. droit d'en avoir une? On me pose souvent la question, on a toujours peur que je sois armée. Alors non, j'ai pas d'arme sur moi. En revanche, je
demander si c'était justifié, demander le port d'armes. Donc, pourquoi pas? Mais non, la majorité des C'est pas détectives utile ne en sont fait. pas. Non, Il y a pas d'utilité. non. Pour en revenir ce qu'il y a après, ouais, alors je vais revenir sur l'école, puisque toi, du coup, tu enseignes dans une école. Alors, moi, j'ai fait des petites recherches pour situer un petit peu. Faut au moins avoir le bac pour quand même faire Oui. ce métier. Enfin, c'est ce qui est demandé. Donc, il y a la possibilité de passer donc un certificat de qualification agent de recherche privée. Et il y a aussi donc 2 écoles. Donc, l'école supérieure des agents de recherche privés, donc à Paris dans le 16e, et l'Institut de formation des agents de recherche à Montpellier. Alors, il y en a peut-être d'autres, hein, mais en tout cas, c'est celle que j'ai trouvée. Et l'IFA. aussi la possibilité de faire une licence professionnelle. Donc, ça, c'est encore une autre possibilité. Toi, du coup, tu as fait la licence, il me semble, Oui, 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 puisque j'étais à euh, la Sorbonne, j'ai à fait la Assas, Sorbonne. la fac. Et aujourd'hui, tu enseignes donc dans une école, donc celle de Paris, c'est ça? Oui, les D'accord. ARP, Et tu leur École apprends quoi à supérieure tes des agents de étudiants? recherche privée. Tu leur apprends quoi? Filature, essentiellement filature, surveillance. Donc, on a vraiment des TP hein, où on les prend avec nous Ah dans oui, la oui. rue, Ah, c'est on génial. leur enseigne la filature. Puis après, un petit peu de droit, bien sûr. Le droit, c'est indispensable. Ça va être tout ce qui est préparation de mission, technique d'enquête, beaucoup de cas pratiques, si tu veux, sur tout ce qui est généraliste, l'enquête en général. C'est une formation qui est assez complète. Hein. Oui, oui. Oh, bah, je me doute, hein. De toute façon, Ouais. il vaut mieux être préparé. Qui est lourde hein, quand même. C'est beaucoup d'heures, on a tous les profils d'élèves, si tu veux, ça va de 20 ans à parfois 60 ans. Hein. Il y a des reconversions Alors, de est-ce que c'est personnes beaucoup qui... de reconversions de personnes qui sont dans la police ou pas spécialement de Non, pas reconversions spécialement. Non, 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 on a tous les profils. Ouais, ouais. Et parmi les jeunes qui se lancent un peu là-dedans, parce que toi, du coup, tu as commencé, tu avais quel âge? Tu étais jeune? J'avais 25 ans. Tu avais 25 ans, ce qui est jeune, très jeune, mais en plus, toi, tu avais quand même le parcours juridique avant. Est-ce qu'il y a là, parmi tes étudiants, il y en a qui commencent plus tôt, j'imagine, puisqu'il faut qu'un bac finalement pour faire ces Oui, oui, études-là? on en a post-bac. Hein. Écoute, on en a, j'en ai un de 19 ans, il me semble. Qui arrive juste après le bac. Après, je te cache pas que ça fait très très jeune quand même. Nous, on aime bien avoir quand même des profils avec un bagage, avec une histoire, Ouais. qui peut servir dans cette profession. Hein, parce qu'il y a une part aussi d'acting, une part il faut quand même avoir une personnalité forgée pour certains dossiers. Donc, c'est très jeune. Hein, arriver à 19-20 ans comme détective, c'est très très jeune. Ouais, ouais, mais c'est pas courant, hein, c'est sûr Ouais, que moi, parmi ceux que j'accompagne, je pense qu'ils auraient pas trop l'idée de faire ça. ouais, Puis ça demande quand même une grande maturité, je trouve, hein, c'est ça. Ouais. ça demande de dépasser aussi des tu sais, des schémas classiques finalement, hein. Parce que tu Exactement. dis à Ouais. tes parents, «Ouais, je vais être détective privé», je je suis pas certaine qu'il y ait beaucoup de parents qui sautent de joie, Bah tu oui, vois? ça fait peur aussi. De toute façon, tout ce qui n'est pas connu, l'inconnu fait peur. Hein, donc, Ah bien sûr, moi, je le vois au quotidien. Ouais. de domaines, hein. Pour conclure un petit peu sur cette interview, quel est le salaire moyen? Alors juste une dernière question, par rapport à l'école, parce que j'ai oublié de te la poser. Ils sont sélectionnés quand même les étudiants? Il y a une sélection Ah qui est oui, oui, il faite? y a une grande sélection hein, qui est faite. Je crois qu'on a 300 à 400 demandes hein, par an. Et Et si vous tu en veux, la prenez promo combien? est de 30 Ah à oui, peu vous près. prenez ouais, vous Ouais. en prenez pas beaucoup. En même temps, c'est un métier qui est quand même sur c'est un domaine en marketing, on appelle ça une niche. Ouais. Vous êtes pas non plus vous êtes, combien à peu près, tu le sais ou pas en France? Il me semble qu'on est 1300, 1400 à peu Ouais, près. c'est ce que j'avais vu aussi, Ouais. à peu près 1000 personnes. Donc, est-ce que toi, depuis que tu fais ça, ça fait donc 11 ans, tu as l'impression que tu as de plus en plus de demandes, ou c'est resté constant? Il y a plutôt une constance. Après, peut-être plus de demandes dans certains domaines, hein, plus l'entreprise, la concurrence déloyale, les choses comme ça. Parce qu'aussi, on fait en sorte d'essayer de faire connaître la profession et ces petites interviews, ça a aussi un but pédagogique hein, pour moi, de faire connaître la profession, savoir dans quel domaine on peut intervenir. Parce que si tu veux, parfois même des avocats ne pensent pas à nous. Et Ah bon? ouais. C'est Donc, étonnant on ça. fait pas mal de réseaux, de business, de choses comme ça. Et si tu veux, on donne un peu le déclic pour dire ah mais oui, j'ai un dossier, je pourrais faire appel à un enquêteur, j'ai pas pensé, des choses comme ça. Donc non, pas forcément plus de demandes, mais peut-être des domaines plus ciblés.
Alors moi, du coup, j'ai une question, hein, est-ce que tu pourrais nous dire, alors pour un particulier, parce que j'imagine que pour les entreprises, c'est pas forcément les mêmes tarifs, c'est pas le même travail et cetera. Peut-être que ce qui peut freiner, tu sais, dans beaucoup de professions comme la mienne aussi, par exemple, les gens ils se disent: «Oh là là, mais c'est trop cher, j'ai pas les Ouais. moyens» ou quoi ou qu'est-ce. Finalement, si j'ai besoin de tes services, je dis n'importe quoi, pour une journée, Mmh. parce que, alors tu vas me dire ça dépend de ce que je te demande, mais imagine Exactement. alors j'ai une idée en tête, par exemple, j'ai besoin de trouver l'adresse de quelqu'un que j'ai besoin de voir, de contacter, mais physiquement. Comment tu vas t'y prendre? Combien ça peut me coûter? Et deuxième possibilité, ce qui va être un peu plus classique, c'est voilà, j'ai besoin de faire suivre quelqu'un pendant peut-être plusieurs jours, parce qu'il faut que je te situe, sinon tu vas me dire, bah, ça dépend du temps que je vais passer, etc. Mais C'est mettons ça, ouais. pendant quelques jours, combien ça coûte en fait? Alors, déjà, dans le contexte, je préfère rappeler il faut toujours la légalité, la moralité et la légitimité de la demande. Donc déjà, on va étudier cette faisabilité. Ça veut dire qu'on ne peut pas enquêter sur n'importe qui. Tu vois, tu me dis si j'ai besoin de l'adresse de quelqu'un. Tu ne vas pas pouvoir enquêter sur ton voisin, tu vois, avec qui tu n'as aucun lien juridique et aucune légitimité, tu vois. D'accord. Il faut qu'il y ait quand même un lien, quoi, quelque chose de légitime. Donc à partir de ce moment-là, sur tout ce qui est recherche d'adresse, ça va être plus du forfait, tu vois, là, c'est plus dit de la recherche administrative, donc recherche de Mmh. bureau. Donc il faut compter, ça dépend des agences, il faut compter entre 400 et 1000 euros, par exemple, pour une recherche d'adresse. Ça dépend aussi du temps qu'on va mettre, des informations de base que tu as. Est-ce que tu as son état civil, voilà. Et puis tout ce qui est terrain, c'est pareil, ça va être en fonction des heures qu'on va effectuer sur le dossier. Pour te donner un ordre d'idée, ça dépend aussi des agences. Est-ce que c'est à Paris? Est-ce que c'est en province? Mais ça va partir, par exemple, entre 70 euros hors taxe de l'heure et 140 euros de l'heure. D'accord. Voilà. OK. Donc, tu fais le calcul sur une journée. Voilà. OK. Non, mais tu vois, c'est important de situer parce que comme ça, les personnes, peut-être qu'il y en a, tu vois, encore une fois, comme tu dis, c'est hyper pédagogique, ces interviews Ouais. aussi que je fais. L'objectif, c'est que parfois, on se met des freins énormes et moi, j'aime bien aussi, tu vois, dire que parfois, faire appel à un professionnel, ça coûte beaucoup moins cher que de ne pas faire appel à lui. Exactement. Et il faut voir aussi ce qu'on gagne à côté. C'est effectivement de nous faire intervenir, donc payer notre prestation, payer nos honoraires. Mais il faut voir aussi derrière ce qu'on va lui faire gagner. Donc parfois, sur tout ce qui est financier, pécunier, on va réussir à prouver une fraude, par exemple, qui va éviter des versements énormes. On va réussir à prouver un train de vie, tu vois, qui va potentiellement te permettre derrière de pouvoir avoir une prestation compensatoire ou quelque chose de beaucoup plus élevé que si on n'était pas intervenu. Donc ça, c'est important aussi. Mmh. Non, mais C'est le bénéfice, en fait. c'est toujours le bénéfice quand tu fais appel à un professionnel, Exactement. hein, parce que souvent les gens y voient le coût, mais le bénéfice, c'est important aussi Exactement. de bien l'identifier parce que c'est fondamental. Alors, quel est ton salaire moyen? Si tu peux donner une fourchette, pour c'est pareil, pour que si des personnes sont Alors, intéressées pour faire ce métier, c'est pas un salaire, c'est du chiffre des d'affaires et du honoraires? bénéfice, voilà, des honoraires. Ça va vraiment dépendre des mois, hein. C'est toujours ce que je dis. Je suis incapable de te donner une moyenne parce que il y a des mois, je peux gagner vraiment 500 euros, hein, des mois très, très, très calmes. Et il y a des mois, grâce à un ou deux gros dossiers, je peux gagner 15 000 20 000 euros. Mmh. Voilà, il n'y a pas vraiment de moyenne, si tu veux, mais bon, Non, le mais ce but, qui est c'est quand même de intéressant faire minimum un SMIC, quoi. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que si des personnes étaient intéressées pour faire ce métier, il faut quand même bien prendre en compte donc qu'il faut être au carré avec soi-même par rapport à l'insécurité financière qu'on peut avoir. C'est-à-dire que ça, il faut que Exactement. ce soit bien clair pour tout le monde. Et puis aussi, comme tu l'as expliqué au départ, au niveau du physique, du mental, de la patience. Je crois que vraiment ce métier, il y a d'autres critères que tu as très bien expliqués, hein, la pugnacité. Parce que si tu es pas déterminé et si au bout de 5 minutes, tu dis: «Bon, bah, là, je laisse tomber», bah, tu peux pas faire ce métier. Donc ça demande quand même des Exactement. qualités, où faut aller chercher très Ouais. loin, je trouve, dans soi, tu vois? Parce que c'est pas tout d'être passionné par un métier, il faut après, bien, comprendre ce que demande le métier, et dans ton cas, en tout cas, donc l'insécurité financière, en tout cas, le fait que ce soit aléatoire, donc pour moi, c'est une forme d'insécurité, elle va pas correspondre à tout le monde, ça c'est clair. Il y a des Exactement. personnes, ils pourront pas faire Ça, ça. c'est important de le dire. Ça nous arrive de passer parfois des journées entières à côté du téléphone qui ne sonne pas. Mmh. Et ça, il faut être solide, hein. Il faut être solide. L'insécurité donc financière, l'insécurité
côté, on va dire, l'absence de routine, ça c'est bien, mais ça veut dire aussi un agenda qui est totalement en roue libre, quoi. On n'a pas de sécurité de date. Si tu veux, c'est très compliqué de dire à des amis, bah, d'accord, je viens dîner samedi soir. Si tu veux, moi, mes amis savent très bien que ma réponse ne va jamais être un oui ferme. Ça va être un oui, sauf si j'ai un dossier ou si j'ai une mission entre-temps. Donc ça, Donc là, il ils faut le avoir des savent. super amis qui acceptent que tu leur dises à Exactement. 8h moins 5, ça va pas être possible. C'est ça, Tu non vois? mais c'est vrai, Là, il faut qu'ils c'est vrai. t'aiment tes amis. On peut perdre des amis, hein, on peut perdre Ah des ouais, amis mais au début, du coup, hein. c'est pas des amis, en fait. Exactement. Hein, Donc on fait voilà. le tri, hein. Ça nous permet de faire Ah le bah, tri et c'est de savoir l'avantage. qui est là Beh pour oui, parce nous, qu'il faut quoi. accepter, c'est-à-dire que, C'est ça. voilà, donc sauf s'ils veulent te faire un anniversaire surprise où là, c'est vrai que c'est embêtant si tu es Oui, pas là, mais ouais. c'est c'est le problème. Et puis donc tu m'as parlé donc, de tes honoraires, du fait que ce soit pas régulier. Est-ce que en plus, tu es bien placé pour le faire. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à un jeune qui aimerait faire ce métier? C'est déjà d'être réaliste et d'effacer ce fantasme dans sa tête des séries américaines, des choses comme ça. Et puis surtout de faire la formation à l'école, hein, à l'ESARP, qui est très bien parce qu'elle permet direct de se plonger dans le vif du sujet. Il y a des professionnels qui sont intervenants, donc comme moi, et si tu veux, on est plutôt honnête. Moi, j'arrive, je ne vends pas du rêve, en fait. Mmh. Je décris notre profession telle qu'elle est. Donc avec les galères du quotidien, avec aussi tout l'aspect positif, tout le rêve qu'elle vend, tout le rêve qu'on vit aussi au quotidien. Mais c'est surtout de garder les pieds sur terre, de se dire que c'est une profession qui est compliquée, qui nécessite aussi pas mal de réseaux, qui n'est pas très confortable au quotidien. Donc, comme je t'ai dit, après, on a des stagiaires. Les stages, ça sert à ça aussi, hein. Ben, même comme je te disais, dans le notariat, moi, ça m'a permis de savoir que je ne voulais pas faire ce métier. Moi, je prends des stagiaires dans mon agence. Si tu veux, il y en a qui sont ravis. Je les plonge vraiment, hein, dans ce qui est ma vie au quotidien. Je les laisse parfois aussi seuls, vraiment de manière intentionnelle, pendant des heures, voire des jours, pour leur dire, voilà, le métier, c'est ça. Et donc, j'ai des stagiaires qui parfois sont ravis, qui me disent, ah, c'est la révélation de ma vie, c'est ça ce que je veux faire. Et d'autres qui me disent, bon, madame, j'ai compris, en fait, c'est très difficile et c'est pas pour moi. Mmh. Oui, mais bon, et tu sais, moi, j'aime à dire que vaut mieux ça Oui, que c'est que ça, s'entêter dans quelque chose qui te correspond pas. Parce que exactement. l'objectif, hein, encore une fois, moi, dans ce que je fais aussi, c'est d'éviter de se tromper et faut mettre toutes les chances de ce côté pour bien vérifier que quand on a une idée, qu'elle C'est soit ça. faisable, aussi bien sur le plan, des études, parce que, bah, on est dans un contexte où il y a certaines formations, je parle pas forcément de la tienne, où, bah, on peut pas parce qu'on n'a pas la bonne formation de base, les prérequis, pédagogiques, comme on appelle ça. Et puis évidemment, après il y a tout l'aspect aussi qui est hyper important au niveau du mental pour certaines professions, Bien donc sûr. dont la tienne, et puis d'autres éléments, notamment la patience et le fait que là, dans ton domaine, il faut vraiment être très, très pugnace, quoi. Parce que, il y a des jours où tu dois quand même, ouais, bah, comme tu le disais tout à l'heure, attendre, 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 il y a rien qui se passe. Alors moi, Il ne j'aime se beaucoup passe parler de rien. ça, Ouais. hein, tu sais? Souvent les gens, ils veulent que ça se passe tout de suite, ils se disent: «Tiens, j'ai mis ça en place et là, j'attends que», et dans ton Voilà. domaine, des fois, tu peux attendre, tu sais pas quand est-ce que ça va arriver, en fait. C'est ça, où il ne se passe rien. Voilà. Où il se passe rien. Donc Ouais. là, faut revoir à chaque fois. C'est comme si systématiquement, fallait que tu remettes systématiquement en cause ce que tu fais et ça demande, bah, d'être quand même accroché pour le faire. Donc écoute, en tout cas, Julie, on arrive à la fin de cette interview. Donc je te remercie beaucoup donc, d'avoir accepté mon invitation parce que je trouve que c'est super intéressant. J'espère que ça va aider des personnes, bah, peut-être à se reconvertir ou des jeunes à se trouver une révélation. Je te dis, à très bientôt en tout cas et merci Merci, beaucoup d'avoir je t'en prie. participé. Merci à toi.